Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé André Benoît, le patron du FIS, Festival International des Sports Extrêmes. Salut Hervé. Salut Xavier. Merci beaucoup de nous accueillir dans les bureaux de Hurricane à Bayargues. Ouais, tout à fait. Donc Bayargues, sud de la France, juste à côté de Montpellier. Là, on est sorti de l'autoroute et puis c'est le siège social du coup monde du groupe Hurricane et on est installé ici depuis maintenant une dizaine d'années. Ouais. Voilà. Eh bah excellent. Merci beaucoup pour l'accueil en tout cas. Alors, je sais que tu as fait pas mal de podcasts déjà où on peut écouter l'histoire du FIS et du groupe Hurricane. Si ça te va, on va partir sur un angle un peu plus ski nautique wakeboard pour avoir ta vision, l'histoire de ce sport au sein du FIS. Et puis quand même, si tu peux te représenter un petit peu pour nos auditeurs. Oui, avec grand plaisir et avec grand plaisir de vous parler de wake, parce que c'est quand même ma passion personnelle depuis maintenant plus de 25 ans. Wake bateau essentiellement. Donc bah moi, je suis tombé amoureux de tous ces sports fin des années 70. Où je suis tombé dans le BMX, où je me suis mis dedans en 79 là, où j'ai fait 7 ans de BMX quand j'étais dans la région parisienne. Et après quand j'ai déménagé sur Montpellier, c'était un peu le creux de la vague de BMX, j'avais plus de potes dans le BMX, donc du coup je me suis mis à fond dans la planche à voile. Et entre guillemets le windsurf, où j'en ai fait une douzaine d'années à fond. Et un peu après avoir fait pas mal de spots dans le monde, c'est vrai que Montpellier c'est un bon spot, mais quand on fait de la vague, on est un peu frustré parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc suivi par par le kitesurf. Et depuis maintenant 25 ans, à fond de wake bateau. Du coup, on a un super spot, nous, côté de la Grande Motte, qui s'appelle le Ponant. Et avec un bon bateau, ça fait un spot world class où c'est à 20 minutes de mon bureau. Là, donc entre midi et 2, c'est très facile pendant 6 mois de l'année y aller. Donc voilà, full passionné de ça. Et puis en parallèle, je fais une école de commerce Subdeco Montpellier. J'y rentre en 95. Et projet étudiant sur 96-97 où j'avais, pendant l'année, je devais monter un projet dans le cadre de mes études. Donc j'ai motivé 3 amis qui étaient à l'école avec moi pour que on parte sur quelque chose qui m'avait toujours fait rêver de faire. C'était organiser le temps d'un week-end au même endroit, un événement où on allait pouvoir retrouver tous nos sports. Donc à Palavas, week-end de Pâques 1997. J'invite 3 champions. Alex Jumelin, un champion de flat à l'époque, il est d'ailleurs toujours avec qui on a ouvert une école et qui est toujours le seul rider à avoir fait les 27 éditions du FIS. Robin Esch, j'étais passionné de windsurf et je connaissais un petit peu, donc je fais venir Robin Esch sur le premier événement et Parks Bonifay pour représenter le wakeboard. Et donc c'est vraiment là où la grosse aventure avec moi du wakeboard commence. Donc dans l'avant-port de Palavas, on dégage une grande partie des bateaux et on fait la compétition de wakeboard. Donc ça part de là, et un événement financièrement qui était un peu compliqué, voire très compliqué, mais par contre on a eu de la chance, une météo de fou, un gros public, près de 25 000 personnes qui viennent, et puis on avait peut-être 200 riders qui sont venus. On avait fait une compète de BMX Dirt notamment, on avait une méga rampe, on faisait du water jump en snowboard. On a Mathieu Crépel qui est venu notamment aussi l'année suivante. Donc une histoire vraiment qui part de là, par la passion et puis de l'énergie, beaucoup de travail pour essayer de sortir un premier budget en 97, un peu comme je disais échec. Mais derrière, du coup, fort de cette pseudo-réussite, je me dis je prends une année de transition entre ma deuxième et troisième année d'école de commerce et je monte ma boîte en septembre 97 qui s'appelle Hurricane. Et là, je mets full gaz toute la journée pour essayer de trouver des sponsors et grossir l'histoire. Et j'arrive en 98 à rentrer Orangina, Adidas et PlayStation, donc un budget déjà un peu plus sérieux. Et voilà, vraiment l'aventure part de là, ça embraye.
Et puis après, vouloir toutes ces années derrière, développer vraiment nos sports. L'événementiel pour moi, c'est le meilleur moyen de populariser, de présenter tous nos sports, d'arriver à les démocratiser parce que en 97, c'était déjà arriver à unir nos sports parce que c'était quand même la guerre sur les skateparks entre le roller, le BMX et le skateboard. Il n'y avait pas encore la trottinette, mais c'était déjà vraiment la guerre. Et puis arriver à crédibiliser aussi les sports d'eau qui étaient vraiment ma passion, et les intégrer dans ce milieu que j'essaye de pousser à appeler action sport justement. Et puis progressivement, la mayonnaise prend. Développement en parallèle de certaines activités pour arriver à renforcer l'événement, donc fabrication d'infrastructures, de skateparks notamment. Donc on développe Hurricane Park, on développe une agence qui s'appelle Hurricane Creative pour tout ce qui est l'aspect communication, marketing. Et aujourd'hui, Hurricane, c'est aussi, on a une filière qui développe tout ce qui est jeune talent, je dirais, à la fois sur un côté agent sportif, où on a notamment, on s'occupe des intérêts de Laurie Pérez et d'Anthony Jean-Jean en BMX, qui sont vraiment les forts espoirs de médaille à Paris dans quelques semaines. On a ouvert une école de commerce, la FIS Business School, qui accueille une centaine d'élèves après le bac et qui forme autour de nos métiers avec des diplômes reconnus par l'État et avec un développement aussi de certaines filiales étrangères, notamment une importante en Chine qu'on a ouvert il y a 12 ans, où on fait beaucoup d'événements, des FIS notamment, et vente d'infrastructures avec voilà, cette ambition de continuer à démocratiser nos sports avec sur tout ce chemin, je dirais, un passage où on a fait ces sports se rapprocher des fédérations internationales, notamment avec le BMX, où il y a une dizaine d'années, on a monté un gros accord avec l'UCI pour faire une Coupe du Monde, puis arriver à le présenter au JO, et ça rentre à Tokyo. Et c'est un des fers de lance de Paris 2024, avec l'entrée de la trottinette il y a une dizaine d'années sur le FIS qu'on pousse énormément et qui, on l'espère, rentrera à LA en 2028, avec cette envie, pas de transformer nos sports en uniquement de la compétition, mais d'avoir plus de notoriété, plus de reconnaissance, et ça, on en a vraiment besoin. Et c'est vrai que le passage au JO, c'est la meilleure façon de le faire, justement, et de donner la juste valeur à nos sports qui, aujourd'hui, je pense, pour une grande partie des jeunes, depuis maintenant plus de 10 ans, c'est vraiment un univers qui les attire énormément. Et pour moi, il y avait toujours une défaillance au niveau des médias et donc des sponsors pour arriver à développer ça. Et cet enjeu de se rapprocher des fédérations internationales, c'était le but, structurer des Coupes du Monde, puis rentrer au JO. Et c'est ce qu'on a permis de faire en BMX, avec le skateboard, avec le breakdance aussi. Et donc demain avec la trottinette et j'espère en 2032 à Brisbane avec le WEC. Ça, c'est le doux projet qu'on a de relancer la partie WEC, et je pense que ça sera aussi dans tes questions derrière. Tout à fait. Ouais, merci pour l'intro, elle était très complète. Effectivement, du coup, tu as commencé direct avec la toute première édition, et dès la première édition, il y avait déjà du wakeboard, et tu avais déjà Parks Bonifay. Ouais, ouais. Euh, Comment ça se passait à l'époque? Parce que il y a tellement longtemps qu'il n'y avait pas encore vraiment le câble. Non, c'était bateau, donc je travaillais avec Vague et Vent, qui était un gros revendeur de wakeboard et qui, du coup, au travers des distributeurs, a réussi à faire venir Parks. Il y avait Dean Level aussi qui était venu cette première année. Pardon, Dean Level, c'était la deuxième année. C'était Zen Schrank qui était venu, qui était un peu qui encadrait Parks, qui avait, je crois, 16 ans à l'époque. Et c'était un de ses premiers gros voyages internationaux qu'il faisait, justement. Et là, on était la première année en mode démo. Et puis c'était, voilà, pour présenter le sport. Et c'est vrai que moi, à partir de là, j'avais commencé un petit peu avant, comme ça, à droite et à gauche, de faire du wake. Et là, je me rappelle, j'achète mon premier bateau en 98, justement. Et cette envie de vraiment faire exploser la discipline, tellement le wake, moi, pour moi, bateau, c'est vraiment de l'engagement. Il y a quand même beaucoup de style, et c'est bien physique. Et c'est vrai que je trouve que c'est important aussi quand on pratique nos sports de se mettre la condition aussi. Et c'est un combo qui m'a vraiment passionné, comme j'avais pu l'être par le passé avec le BMX ou la planche à voile. Et là, ça a pris le dessus. Donc vraiment, dans mon boulot, j'ai vraiment voulu pousser cette discipline.
et l'histoire du WEC et le FIS quand même, bon, c'est arrêté depuis le Covid en fait. J'espère que ce sont que des traits d'union, mais en tout cas, je pense qu'on a fait une belle histoire et on va en parler. Ouais, carrément. Et bah, allons-y peut-être un peu chronologiquement. Mm. Donc ça part de Palavas C'est ça, ça dans le part port en bateau c'est ça, ça part de Palavas en bateau. Donc on fait 6 ans à Palavas et on déménage sur un autre endroit en 2003-2004. On va à Grammont, l'espace rock de Grammont, c'est un endroit qui a accueilli normalement des gros concerts, qui avait accueilli Pink Floyd, les U2, les gros concerts qu'il y a dans le sud de la France. Et du coup là, bah, on dit, bah, on y va, on va faire un truc qui avait jamais été fait vraiment de cette façon-là. Je suis très pote avec Hugo. À ce moment-là, je suis toujours d'ailleurs avec Hugo Charby. Et puis, bah, on discute en soirée. Et puis, c'est quoi un truc qui défoncerait vraiment de faire en WEC. Et là, donc, bah, on se dit, bah, il faut faire des piscines. On va creuser des piscines. Et puis, les bipoules n'existaient pas à l'époque. C'était les treuils. Donc on creuse 3 piscines. La dernière année qu'on fait ça, on en a une qui fait plus de 50 mètres. Je crois qu'elle faisait quasiment 60 mètres. Le deuxième bassin faisait 50 et le troisième faisait, je crois qu'il faisait 45 mètres. Avec un pool gap entre notamment la une et la 2 piscines. Et, avec sur la troisième piscine un petit îlot où on met une bagnole d'un pote kitesurfer qui l'avait rincé. Du coup on s'est dit on va la terminer en beauté. On construit des tours en structure scénique là et en haut de ces tours on met 2 treuils pour que ça soit justement en hauteur et à la même hauteur que le premier bassin justement où il y avait un pool gap dessus et avec des tapis le long des bassins pour que les riders puissent remonter bien sûr à pied, c'était ça le principe. Et là, pour ceux qui sont un peu âgés comme moi, on se rappelle d'un énorme gap, notamment de Parks, entre la piscine 1 et la 2, justement, où ils gapent tout. On était en mode, les modules, en mode comme nous, on fait les parcs de BMX, donc c'était essentiellement fer dessous et du bois, des rails, bah, comme on les aime en roller, donc des bien en fer, justement bien engagés. Peu de blessés, mais surtout, je pense qu'on a marqué vraiment les esprits. C'est une époque où, comme toujours, le WEC était vraiment leader aux États-Unis, et je crois que là, l'arrivée de la compète de WEC à Grammont, bah, ça a un peu redistribué l'écart, je dirais, et donné un coup de fouet à la discipline, justement. On avait la chance d'avoir à l'époque Billabong qui suivait le WEC et qui était venu avec tous ses riders. Et son bus avec une ambiance de folie, donc avec DJ, énormément de public. Et c'est vrai que là, une grande fierté de ce qu'on a pu faire pendant 4 ans sur Grammont, où l'ensemble des riders de l'époque de la planète sont venus. C'était vraiment l'endroit incontournable. Très engagé, et c'était aussi mon souhait de montrer que le WEC était quand même un sport engagé. Avec une image au début un petit peu quand on comparait au BMX au skate où on était un peu les enfants sages et je pense que là justement on a vraiment positionné le WEC à sa place, un sport très engagé, justement hyper spectaculaire et donc ça part de là. Après on déménage, on part de Grammont, donc fini je dirais cet esprit Woodstock qu'on avait parce que le FIS à ce moment-là sur ce terrain on avait un camping aussi. Où les riders, le public pouvait loger sur place. Il y avait des concerts toute la nuit. Donc, mais une clientèle du coup qui était très focus sur ces sports, pas de grand public, pas de famille, pas trop de personnes âgées. Alors que moi, ma volonté, c'était quand même d'ouvrir au maximum justement nos sports. Donc, on passe sur les berges du Lez. Donc, les berges du Lez, c'est un endroit à Montpellier, en centre-ville de Montpellier, où le Lez, il y a une rivière qui s'appelle le Lez qui passe, et on a d'énormes berges en fait, artificielles, souvent bétonnées, mais qui permettent de créer des tribunes artificielles énormes. Et donc on s'implante là-bas avec au début, bah, le bipool n'existait pas encore. Difficile de mettre du treuil, donc bah, là on attaque les 2 premières années en y allant en jet ski. Donc on met des modules sur le lèse et on passe en jet ski pour prendre les modules. Bon, et on arrive je crois qu'on se retrouve là, donc du coup en 2000, je dirais en 2007-2008.
On achète le Bipools numéro 3 de chez Cecitech, tout au début justement de cette histoire. Et donc on met Bipoulis sur les berges du Lez, où là on implante un setup assez fou aussi, sur de la fabrication made in Hurricane, donc un peu sur notre façon de travailler, toujours pareil les parcs, donc sur des modules en fer galvanisé avec des surfaces de glisse en bois comme on utilise sur les skateparks, et on fabrique nos flotteurs dessus. On a des passerelles où on aménage dessus la structure scénique pour avoir d'énormes gaps dessus, un wall ride sur le bâtiment de la région, et donc 2 lignes de bipoulis, et on fait ça pendant plus de 10 ans justement sur les berges du Lez, où pareil les meilleurs riders de la planète passent. C'est vraiment un point fort du FIS, et fier d'avoir réussi à monter vraiment le WEC dans l'image de tous ces action sports à la même hauteur que le BMX ou le skate, avec des soirées de folie bien sûr à l'Australian Bar qui est juste en face, et une dynamique à essayer quand même de commencer à pousser la Fédé internationale à prendre vraiment en compte le Bipouli, parce qu'au travers de cette expérience événementielle que j'ai dans le WEC, et c'est ce que je disais au CIO comme à la Fédé internationale, pour moi le WEC, sa seule raison d'être aux Jeux Olympiques, c'est vraiment au format bipouli, où le public peut être très proche du field of play, du setup de wakeboard, où on peut vraiment avoir cette énergie du public comme on a sur le BMX ou sur les autres disciplines. Donc, voilà, vraiment cette envie de pousser dans ce sens-là. Vient le Covid, 2 ans d'arrêt total de l'événementiel. Nous, comme le groupe Hurricane, on prend une sacrée boîte, on perd 80% de chiffre d'affaires sur 2 ans là. Et on relance la machine avec moins de budget, avec des difficultés à pouvoir aussi réexploiter le lèse par rapport à la loi sur l'eau qu'il peut y avoir, par rapport au fait que on a 2 heures pour évacuer la totalité des choses qui sont sur l'eau, sachant qu'on mettait plus de 15 jours à monter tous les modules qui étaient sur les passerelles notamment. Donc depuis la sortie du Covid, on a arrêté le wakeboard pour moi, et j'espère que c'est vraiment que provisoire, et toujours en tête d'arriver à trouver le budget pour l'année suivante. Donc on essaye encore pour 2025 de voir si on peut réintégrer le WEC, trouver les budgets, réobtenir des autorisations, et avoir un dispositif où, comme je vous le dis, on est capable en 2 heures de sortir tous les modules qui sont sur l'eau. Donc avoir des grues, d'énormes grues prêtes à pouvoir intervenir, parce qu'on est sur un site quand même, et on l'a vu encore en 2023, ou même cette année encore en démontage, où le lèse il est capable de sortir en 2 heures. Donc on n'a pas envie que nos modules quand même ils finissent à la mer quand même et complètement démontés. Donc voilà, on y travaille, et on travaille aussi avec l'IWF pour essayer de développer un circuit 2.0. On avait lancé l'année dernière une étape, pas évidente à commercialiser, à trouver un point d'équilibre, mais toujours en tête de relancer cette tournée mondiale, ce circuit, pour être capable, objectif, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir quelque chose de propre, sérieux, un circuit mondial qui tourne en bipoulis pour 2027-2028, pour être capable de le présenter, que la Fédération internationale puisse le présenter au CIO, et puis potentiellement pouvoir rentrer à Brisbane, sachant que on a une séquence LA et Brisbane, où c'est quand même deux villes olympiques avec un ADN fort dans les action sports. Donc je pense que c'est l'occasion aussi. On voit aussi les villes qui commencent à vouloir se présenter pour 2036, sur lesquelles on est assez proche aussi. Donc voilà, vraiment envie de pouvoir permettre au wakeboard la même chose que ce qu'on a permis au BMX, et qui a permis au BMX de prendre vraiment ses lettres de noblesse, de trouver des sponsors, de faire évoluer les infrastructures, amener plus de médiatisation et de moyens à l'ensemble de l'écosystème, et ça a toujours été ma volonté, ma passion, et il y a une petite pause dans le wakeboard, mais c'est pas une fin en soi, et on y travaille encore en tout cas. Wow. Merci Hervé. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que tu as réussi à faire toute la chronologie assez bien.
c'est quand même assez incroyable qu'en 97, tu as déjà cette vision de te dire le wake, ça a un potentiel, on va miser dessus. Tu arrives donc, à avoir ces piscines à Gramont, comme tu dis, avec les treuils, etc. Et arriver, pareil, à l'époque du Bipouli, c'est le tout début du Bipouli, 2017, enfin 2007-2008. Comment tu fais pour avoir cette vision et y croire enfin, à chacune de ces étapes et te dire, bah ouais, le wake, ça peut autant marcher que le BMX, que le skate? Bah, je pense que ça part du fait que bah, déjà l'ADN du FIS, pour moi, c'était un événement pour les riders, organisé par des riders justement, et c'est porté par cette passion, hein. J'y mettrai une parenthèse, c'est que je me suis battu pendant 24 ans, 25 ans pour pousser le wakeboard. J'ai dû avoir Billabong qui m'a filé peut-être pendant 2 ans d'affilée 20 ou 30 000 euros, sachant que le WEC sur le FIS, c'est un investissement de près de 200 000 euros, que les collectivités, qui est du WEC ou pas du WEC, que ce soit un autre sport, c'est pareil pour eux. Donc je l'ai vraiment porté financièrement aussi, mais je pense que c'est bah, le plus important pour moi, c'est vraiment la passion. Et puis c'est comme quand on ride, quoi. À un moment donné, hésitation, sanction, quoi. Donc on y croit, on y va. On fait pas des calculs dans tous les sens pour savoir le seuil de rentabilité, le machin, le bidule. On essaie juste de se dire, bon, le FIS à la fin, il faut qu'il soit à l'équilibre. Il faut que la boîte à la fin de l'année, elle soit à l'équilibre et à zéro. Donc faisons le meilleur pour ça et on aura un retour certainement derrière. Alors c'est vrai que nous, le groupe sur le wakeboard, on n'a jamais eu de retour sur investissement, entre guillemets, de façon très financière, mais en soi, bah, c'est pas grave du tout parce que une grande fierté. Et puis, bah, un peu l'impression d'avoir quand même aussi bougé les lignes. Et je pense que ben, je suis convaincu que l'événementiel, vraiment, c'est le fer de lance de chacun des sports qui existent pour arriver à le dynamiser, le promotionner. L'amener en centre-ville comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile. Le public est là et on amène le sport au public plutôt que d'essayer d'amener le public sur des spots un peu excentrés et tout, où du coup on se retrouve qu'avec juste des gens passionnés qui, entre guillemets, n'ont pas besoin de l'événementiel pour découvrir le sport. Donc, et puis cette envie, oui, de pousser les limites de la discipline, la chance d'être proche des riders aussi, et notamment Hugo, avec qui on a vraiment fait énormément de choses ensemble et qui était visionnaire justement là-dedans, parce que très pointu dans la pratique et voulait toujours repousser les limites et il a trouvé un compère qui était moi où j'attendais que ça aussi. Donc, bah, c'est ensemble qu'on a vraiment poussé la discipline. Et puis bah, le fait que moi j'en étais pratiquant et passionné, bah, ça rajoutait que plus de non-rationalité entre guillemets dans les investissements que je pouvais faire dedans. Mais c'est vrai qu'on s'est vu faire, on s'est vu notamment faire un wall en demi-cercle, là, sortie bipool quand on fait le demi-tour, un module qui a dû me coûter plus de 100 000 balles, qui a été ridé par 2 riders, quoi, donc, dont notamment Keith Lidberg. Après, c'est un peu aussi, de toute façon, l'ADN de Hurricane, et Hurricane Park est vraiment la partie infrastructure. C'est que je qualifie souvent Hurricane Park comme pour l'automobile de la Formule 1, où justement on est là pour bah, tester les choses, voir les limites. Et ces limites, elles passent aussi à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent pas, quoi, hein. Donc, mais je pense que nos sports le méritent vraiment d'avoir bah, des gens qui y croient et qui s'y investissent. Et c'est pour ça que ben, je tends toujours la main à un maximum de personnes bah, pour soit prendre le relais, soit pour avancer avec moi dans ces histoires-là. Et je pense que nos sports vont au-delà entre guillemets, gagner de l'argent. Moi, ça m'a tellement apporté dans ma jeunesse et encore aujourd'hui à 50 ans, au quotidien, les valeurs justement que ça peut inculquer aux enfants, de savoir repousser ses limites. Pas trop parce que bah, si on se blesse, eh ben, on est sur la touche pendant des mois. Donc, mais par contre, si on veut poser un trick, eh ben, faut vraiment y aller. Il faut croire en soi, il faut avoir confiance en soi. C'est des sports individuels comme les lavis, mais on sait très bien qu'on va pas se taper la grosse session si on est seul. Et quand on s'envoie entre guillemets un peu à la mort, bah, on a envie d'avoir les poteaux qui sont à côté. Donc pour moi, nos sports sont vraiment à l'image de la vie et m'ont tellement apporté en tant que gamin que j'ai vraiment envie, c'est que bah, justement, il y ait le maximum de filles et de garçons bah, jeunes justement qui puissent tracer aussi leur vie
en s'épaulant de ces sports-là, que ce soit le WEC ou le BMX ou la trottinette que je pousse depuis 10 ans, malgré des cailloux que j'ai pris par des skateurs ou des BMXeurs qui me disaient trottinette, c'est pour les gamins, ça rime à rien. Et moi, je leur disais, mais les gars, la trottinette, tu commences à 2 ans, donc plutôt que de taper dans un ballon, ils vont monter sur une trottinette. Et ça rentre dans notre univers. Et aujourd'hui, vous voyez, 50% des parcs où c'est de la trottinette. Et ces gamins, justement, qui sont rentrés sur une petite trottinette, font partie de cette grande famille, justement, avec toute la richesse que ça apporte dans une jeunesse, justement, et dans la vie après derrière. Donc franchement, pour répondre très rapidement à ta question, je dirais c'est la passion. C'est vraiment la passion qui m'a toujours animé, qui continue à le faire. Et pour ça que je pense que d'ailleurs dans mon métier, c'est important que je puisse continuer à rider très régulièrement et que cette flamme, elle continue vraiment à, à vivre justement. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire à toutes mes équipes aussi, que ce soit en France ou à l'étranger, et qu'on est qu'au début de nos sports. Et ça fait déjà 10 ans que je le dis, et on me prend toujours pour un fou encore. Mais moi, ce que j'espère, c'est que tous nos sports réunis, ils puissent à terme arriver à être plus puissants que le football, parce que ça paraît aujourd'hui impossible. Mais quand on voit les valeurs de nos sports qu'on partage, justement, que j'ai décrites juste avant, bah, c'est ce que les jeunes veulent. Et je pense que c'est du bon qu'on amènerait à notre société aussi si nos sports étaient vraiment leaders, parce que bah, on le voit, il n'y a pas d'événement sportif comme le FIS avec une telle interaction entre les riders et le public, où les riders justement, et à Tokyo, aux Jeux Olympiques de Tokyo, tous les journalistes ont été très surpris que bah, un rider qui a fait un bon run, les autres riders viennent le féliciter, ils se font des hugs et tout ça. Ça, c'est l'esprit de nos sports quand on me demande de les définir. Alors que sur aucune autre compétition, vous allez voir un athlète qui va aller féliciter l'autre, a priori, s'il a fait une bonne performance. Et nous, bah, je pense que même si depuis 28 ans, je pousse nos sports à la compétition, moi, c'est jamais un truc dans ces sports qui m'a attiré la compétition. Je pense que nos sports sont pas spécialement faits pour la compétition. C'est d'abord des sessions entre potes où on se fait la compète un peu entre potes déjà. Mais en tout cas, c'est un passage indispensable, et il nous faut justement cette tête de gondole, entre guillemets, d'événementiel pour arriver à monter où doivent aller nos sports, hein. Nos sports, on est les gladiateurs du 21e siècle, donc on doit prendre la place qu'il y avait à l'époque antique des gladiateurs. Donc bah, il y a encore du boulot à faire, mais je pense qu'on avance bien. Ouais. Et tu as parlé de cette volonté de transmettre. euh, c'est ce que tu fais un petit peu aussi, donc déjà avec la FIS Business School, il me semble, et que tu faisais à l'époque aussi au sein de Montpellier avec une FIS Academy que tu fais en BMX, mais que tu as fait aussi en wakeboard. Ouais, tout à fait, c'est important justement, et ça, je l'ai vu aussi ces dernières années, la différence que ça peut apporter. Je vais prendre l'exemple. Alors oui, j'ai monté une académie de wakeboard, et j'avais réussi sous une ancienne mairie à Montpellier de mettre deux bipools centre-ville de Montpellier, en face de la mairie, sur l'endroit le plus coté, le plus cher de Montpellier. C'était vraiment à l'Australie, à style australien, où les riders ils venaient dans le tramway avec leur wakeboard justement, et j'avais fait notamment des initiations gratuites jusqu'à midi tous les jours avec la métropole. Et la petite histoire, c'était Aurélie Godet justement, qui était venue tester, et qui avait accroché. Et j'avais deux super coachs justement qui ont mis une bonne dynamique. On avait ouvert tous les soirs, on avait des sessions de training en club où vraiment ça se boostait. En plus, centre-ville, donc il y avait tous les immeubles à côté. On avait toujours une cinquantaine de personnes qui venaient regarder. Donc c'est le truc qui met un petit peu quand même la gouache. Il y avait quelques bars à côté, pas mal de nanas et tout ça. Donc oui. Mais je reprends cet exemple, c'est on a monté aussi l'académie de BMX avec Alex Jumelin, dont je parlais tout à l'heure, qui est un champion, multi-champion de la discipline BMX flat. Et à la vitesse où en fait on peut progresser dans nos sports avec du coaching, je crois que on n'en est pas suffisamment conscient de comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite. Moi, Alex, il me disait que il arrivait à faire des tricks aux gamins en 2 mois que lui avait mis 2 ans à faire, alors que c'était pas un manche non plus. Mais bah, les bons tips, le regard, le positionnement des mains, on le connaît, hein. Et c'est pareil en WEC justement. On va se chercher. Nous, on regardait des vidéos avant, et encore quand il y avait des vidéos.
et on allait au carton et on allait au carton alors que le coaching est très important. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye aussi d'impulser avec l'association FIS. On donne des cours maintenant en trottinette freestyle, en BMX flat. On l'a fait en kite, on l'a fait en wakeboard. Pour l'instant, nous, on n'a plus de spot de wakeboard de téléski parce que la partie bateau, c'est quand même ça très compliqué et très cher. Mais oui, c'est aussi par là que ça passe la popularisation de nos sports. C'est vraiment pousser et structurer des clubs en France, dans le monde entier, justement. On a fait, nous, des belles expériences aussi avec la Chine, où on est arrivé il y a 12 ans, où on a mis en place un parc, on a mis en place une FIS Academy. Aujourd'hui, vous allez avoir autant deux, trois filles qui vont être sur le podium olympique en BMX, parce que ben, c'est du travail, c'est de la rigueur pour arriver à la haute performance, mais il y a des méthodologies simples qui existent et qui se mettent en place. Donc, et je crois que l'intérêt de tout ça, c'est que, et cet intérêt d'avoir une grosse médiatisation, c'est que clairement, bah, les financeurs qui vont être les villes, les collectivités, les pays, bah, c'est qu'ils voient l'importance que nos sports ont pour pouvoir bah, flécher leur budget, pas que sur le football ou le basket, mais aussi sur nos sports. Et c'est pour ça que en France, depuis une dizaine d'années, ben, on voit énormément de skateparks qui sont montés. Dans la partie WEC, c'est un peu géré, c'est complètement différent dans le sens que c'est des privés essentiellement, et c'est super d'ailleurs que le privé ait pu prendre une position là-dessus, mais c'est dû au fait que ben, la pratique du wakeboard est payante entre guillemets quand on va faire du câble, alors que la pratique sur des skateparks, ben, elle est gratuite en France, quasiment partout. Il y a très peu de skateparks payants, et c'est compliqué d'ailleurs par rapport à ça, mais en tout cas c'est ça qui a permis que quand moi j'ai commencé en 97, l'épicentre des action sports était aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, clairement, quand même, il s'est énormément déplacé sur l'Europe, et la France est énormément dotée en skatepark pour la pratique de la trottinette, du BMX, du roller et du skateboard. Donc je pense que c'est le fruit aussi de tout ce travail-là, et je pense que dans le WEC, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de donner les moyens justement à structurer la chose, et garder toujours en tête la priorité, elle doit être donnée aux riders. Et ça, je me suis toujours battu pour ça. Et quand j'ai commencé à bosser avec l'UCI en BMX, j'avais à la fois vu la Fédé internationale qui est l'UCI et les riders en disant nous, on a un circuit mondial qui fonctionne sans personne. Moi, je propose qu'on travaille avec l'UCI pour le labelliser Coupe du Monde. Mais par contre, on ne change pas l'ADN qu'on a essayé de créer. On a mis en place des skateparks bien spécifiques, des jugements bien spécifiques qui répondent à ce que veulent les riders justement. Et on ne doit pas être tributaire de sponsors ou de médias qui vont nous faire changer nos formats de compétition et dénaturer. Donc je pense que c'est ça aussi, il faut rester fort, bloc et uni pour faire grossir et amener de la notoriété à nos sports, mais surtout pas dénaturer nos passions qui sont juste pures et qui sont, je pense, pour moi, mais aussi pour des centaines de milliers de jeunes, justement, bah, une raison de vivre, quoi. Ouais, t'en as parlé du CIO, du coup, et tout le travail que tu as réussi à faire avec le BMX, avec le skate, de les faire entrer au JO. Pour toi, qu'est-ce qui manque au Wake encore pour réussir à être à Brisbane justement en 2030? Moi, je pense que le format full câble, aujourd'hui, le CIO, dans nos sports, bah, ils viennent rajeunir leur événement, qui est quand même le plus médiatisé au monde, et avec quand même cette vision, et c'est vrai qu'avec tous les échanges qu'on a pu avoir, et notamment c'est une délégation qui est venue étudier le BMX sur le FIS en 2018, c'est aussi justement une évolution de leur événement, et on le voit à la Concorde sur toute la partie urbaine des JO cette année à Paris. C'est vraiment en mode festival justement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des tribunes, oui, mais il y a une partie où le public peut voir aussi, pas sans être dans les tribunes, où il y a des animations, où le public peut justement se déplacer, il n'est pas figé. Et je crois que c'est ça qui est important dans nos sports déjà, c'est que le public est acteur de nos sports vraiment, et on sait, comme je disais tout à l'heure, on va pas se balancer si on est seul sur un module. On va le faire quand on a des potes, et encore plus justement s'il y a du monde derrière. C'est partie de notre discipline.
et c'est ça qui nous pousse comme dirait Red Bull, à avoir des ailes justement. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, et ça je le dis depuis des années, pour moi je suis convaincu que c'est la discipline bipool qui doit rentrer au jeu, quelque chose de hyper dynamique, hyper rapide, très compréhensible, où on voit juste à côté justement les choses. Donc ce qu'il faut pour moi, c'est arriver à structurer un circuit de Coupe du Monde, parce que ça dépend de la fédération internationale, et c'est la fédération internationale qui a les clés pour le présenter au CIO. Si un organisateur privé comme Hurricane ou un autre peut les épauler, très bien justement. Avoir du coup un circuit mondial où on démontre justement que il y a beaucoup de pratiquants à la fois de la discipline générale qu'est le WEC, mais ça c'est plus à démontrer. Il y a suffisamment de riders dans le monde pour faire que notre discipline peut rentrer au JO, mais un circuit hommes-femmes suffisamment nourri en athlètes justement et avec un public et une médiatisation qui suit derrière et après je dirais que la copie elle est assez simple à remplir, hein, c'est d'arriver à ça et c'est pour ça que j'aimerais moi avec l'IWF dès 2025, arriver à relancer ce circuit mondial justement et pour pouvoir avoir une copie 2-3 ans après à présenter au CIO en leur disant voilà, notre sport il est prêt, il est mature à pouvoir y rentrer. C'est vrai qu'on a l'expérience d'avoir fait rentrer fortement nous en application le BMX, mais beaucoup épaulé le skateboard et également le breakdance aussi. Donc c'est possible. On parle pas de LA, on parle de Brisbane, puisque LA tout se décide entre 6 et 18 mois par rapport et le WEC ne pourra pas y rentrer. Pour moi, c'est une certitude. Mais Brisbane, c'est maintenant qu'on doit y travailler. Donc, et c'est d'où les échanges qu'on a, moi de mon côté, avec l'IWF. Peut-être que eux, de leur côté, ils en ont avec d'autres organisateurs. Mais c'est vrai que ce serait un autre aboutissement que d'arriver à faire rentrer cette discipline dont je suis passionné au JO. Mais c'est Ouais. faisable. En tout cas, ça se voit que tu es le mieux placé pour réussir à ce projet-là, donc on te le souhaite en tout cas. Mieux placé, j'ai une expérience là-dedans. Maintenant, si ton podcast donne des idées à certaines personnes qui y vont seules, pourquoi pas. S'ils ont envie de voir avec moi aussi, et honnêtement pour moi, et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer. On est un petit milieu. Individuellement déjà, chacune des disciplines c'est un petit milieu. Moi ce que je me suis dit c'est que c'est en déjà tous ces petits milieux, tous ces sports en les unissant, déjà ça va les rendre plus forts et on le voit le FIS, on voit les X Games qui avaient commencé 1 an et demi avant moi justement, c'est en réunissant ces sports que ça donne vraiment de la puissance. Mais dans le business aussi, c'est des petits milieux qui, plus le milieu est petit, et plus souvent on se tape dessus, on se fait concurrence et tout, alors qu'au contraire, c'est vraiment l'union qui fait la force. Et nos concurrents, c'est pas l'organisateur d'à côté qui fait le même événement un peu que toi. Ou non, nos concurrents, c'est le football. J'ai rien contre le football du sous, mais aujourd'hui, ils absorbent plus de 90% des droits télé, des sponsors mondiaux dans le sport. Alors j'exagère peut-être, mais j'en suis pas loin quand même. Donc c'est d'arriver nous à tous s'unir justement pour que les projecteurs soient sur nos disciplines, que des France Télévisions fassent des directs sur nos sports, que du coup on ait des plus gros sponsors qui rentrent dans nos disciplines, qui rentrent pour sponsoriser les athlètes, qui poussent des nouveaux projets. Et aujourd'hui, on le voit, il y a les boissons énergétiques qui sont beaucoup derrière nous et il y a des one-shots qui se font avec certains sponsors, mais c'est difficile d'arriver à pérenniser. Donc si j'ai poussé pour que nos disciplines rentrent au jeu, c'est aussi pour globalement tous les sports, tous les action sports aient plus de visibilité. On parle de 3-4 milliards de téléspectateurs. Pour moi, c'est aussi de se dire que là, on aura vraiment semé des belles graines sur Paris et que normalement, tout ce qu'on est organisateur sportif, j'espère qu'on en bénéficiera et qu'on en récupérera des fruits justement de tout ce travail qui a été fait et que derrière, ça soit d'autres disciplines qui rentrent. Je vous dis, dans le target de LS, c'est vraiment aujourd'hui la trottinette qui a son circuit de Coupe du Monde, qui a énormément de pratiquants. Et une fois de plus, c'est pas se dire ah ça fait chier, c'est la trottinette qui rentre. Il faut mieux que ça soit la trottinette qui rentre que je sais pas le tir ou quoi que ce soit, d'autres disciplines et plus ça ira et plus les JO justement tourneront aussi des action sports parce que
comme toute organisation, il faut que ça soit aussi impulsé par les jeunes. Ils ont besoin de ça et nous, c'est déjà au quotidien de faire que tous les jeunes aient envie de venir pratiquer nos sports et c'est tout un écosystème justement qui évolue et c'est vrai que pour y être depuis 28 ans professionnellement, si ça fait plus de 40 ans que je pratique, mais où j'y travaille dedans professionnellement, et l'évolution, elle est lente peut-être, mais elle est quand même significative et j'espère qu'on est sur une courbe justement qui va s'accélérer dans les années à venir. Et je tends la main à toutes les personnes dans le WEC qui ont envie d'y aller avec moi, parce que c'est vrai que ça fait 27 ans que j'ai investi quelques centaines de milliers d'euros par an dans le wakeboard et c'est juste qu'à un moment donné, il fait un peu de pragmatisme et s'il y a des bonnes volontés aussi autour de moi, bah, vraiment, je serais fier et heureux de faire l'aventure avec eux. Ouais, je pense que le message est passé, puis on essaiera de le relayer le plus possible. Euh, En tout cas, bravo, parce que c'est vrai que enfin, ça inspire encore, à mon avis, beaucoup d'organisateurs de compétitions dans le wakeboard. On voit la plupart des compètes Red Bull qui se font justement plus en one shot, comme tu disais, mais qui sont certainement beaucoup inspirés de ce qui s'est fait sur les berges du Lez à Montpellier avec le FIS. Euh, Ça a été vraiment précurseur, je pense, dans le milieu. Et ceux qui débutent le wake maintenant, qui connaissent pas, je pense qu'il y a encore assez de vidéos sur YouTube pour se rendre compte de ce que c'était. Mais c'est vrai qu'on a hâte de revoir ça. Et merci encore pour tout ce qui a été fait déjà depuis. Euh, Est-ce que tu auras des petites anecdotes un peu à nous partager sur des plus vraiment wake, sur des événements ou des années particulières qui se sont passées? Il y a eu forcément des grands champions qui sont venus. Tu parlais de Paris Bah, Saint-Germain, on a eu tous les Daniel Grant et compagnie, mais ouais, Colin Harrington aussi, on avait poussé le wake skate aussi une partie, mais c'est vrai que quand même, pour moi, bah, je vois cette couve qu'avait fait, c'était Unleash, je crois, où c'est Shane Bonifay qui fait le gap justement à Gramont. Et pour moi, ma plus grosse fierté, c'est vrai, c'est je crois ces trois piscines qu'on creusait, hein, parce que quand même à chaque fois on devait les creuser ces piscines, hein, les reboucher à la fin de l'événement pour rendre le site nickel. On y venait mettre des bâches, donc quand vous avez quand même quasiment trois piscines de dimension olympique, je peux vous dire que c'est quand même un enjeu. Euh, mais, euh, mais je pense que moi, passionné par le WEC, justement, je pense que pendant quelques années, le FIS en WEC a été vraiment, bah, c'est pas le leader mondial, c'est très prétentieux de dire ça, mais en tout cas inspirant vraiment pour toute une communauté, je dirais plutôt ça. Euh, voilà, c'est pour moi, je pense que dans toute discipline confondue, une de mes plus grandes fiertés. On a tous les plus gros riders, même bateaux qui sont venus sur le FIS aussi, sur la partie WEC. Donc passer des soirées avec tous ces riders, ça a beau être mon métier, je reste aussi le rider passionné, donc fier d'avoir échangé tous ces moments avec eux. Ça m'a donné des occasions aussi d'aller à Orlando, rider chez eux, notamment chez les Bonifay, de passer quelques semaines là-bas aussi à rider avec eux. Donc moi, ça a énormément enrichi ma vie, je dirais, de passionné que je suis. Et puis c'est ce temps passé, vraiment, je reviens dessus et je veux pas que ça soit mis de côté, tout ce temps passé avec Hugo Charby, à réfléchir à de nouveaux projets, à échanger sur les formats de compétition, comment en faire de la compétition, mais tout en gardant notre ADN justement, de pousser justement l'engagement. Moi, je me suis toujours battu, que ce soit pour le WEC, les autres sports, de ne pas rendre éliminatoire entre guillemets la chute, parce que la chute fait partie de nos sports et si tu peux pas chuter, tu peux pas prendre de risques quoi. Et je le vois avec cette entrée au JO, bah c'est compliqué. On a réussi sur le BMX notamment à faire que un run compte sur deux sur les phases finales, pas en qualif mais sur les phases finales. Donc c'est plein de choses qui paraissent des détails mais qui vraiment qui font l'histoire et le futur de nos sports. Après en WEC, oui, vraiment quand même souligner l'implication que Hugo a eue. On a eu la chance de faire grâce à ça aussi de l'indoor à Marseille où on avait organisé une compétition où j'avais acheté
une piscine justement démontable de plus de 50 mètres de long. Donc c'est juste que la difficulté en WEC, c'est que, et c'est là où il faut s'y atteler, c'est que difficile de capter l'attention des sponsors, clairement, hein. Red Bull fait des choses et vraiment je leur en remercie, mais c'est sûr que si j'avais un peu plus de moyens, un peu plus de sponsors, j'ai beaucoup d'idées dans les cartons de comment on pourrait aussi partir sur des projets Barjo en WEC. Donc je dirais que tout ça c'est l'histoire. Maintenant, à moi d'arriver à relancer la machine en WEC et ça me fait plaisir que tu mettes un peu de l'huile sur le feu en venant me demander ce podcast parce que c'est vrai que j'ai moins l'occasion ces dernières années d'avoir le sujet WEC en tête. Mais en tout cas, voilà, vraiment je le redis, s'il y a des bonnes énergies qui ont envie de venir faire des histoires avec moi là-dedans, c'est preneur. Et c'est vrai que je pense qu'avec ces 28 ans d'expérience, on a quelques clés vraiment pour y arriver. Mais c'est tous ensemble qu'on réussira. Ça marche. Je pensais aussi à Chengdu, tu as parlé de Marseille, mais vous êtes aussi allé faire une étape à Ouais, Chengdu. Je pense à ça parce qu'il y aura ouais, les World Games en 2025. Est-ce qu'il ouais, y a un ouais. lien Bah, il y avec a ça? un lien, oui, oui, entre guillemets. Nous, on s'est implanté il y a 12 ans à Chengdu. On a fait jusqu'au Covid, on a fait des FIS World Series là-bas. On va refaire un événement, nous, cette fin d'année aussi à Chengdu. Sachant que sur le marché chinois, nous, on a signé un gros accord avec Shanghai. Et on va faire un FIS World à Shanghai en octobre de cette année. Et le wakeboard, oui, on en a fait du bipool là-bas. Et justement, j'ai impulsé aussi le projet d'implantation d'un full câble à Chengdu, connaissant bien quand même les personnes politiques là-bas, le gouvernement et tous les gouverneurs. Donc je dirais que c'est pas moi qui ai mis le plus d'énergie, mais en tout cas, on m'a plusieurs fois consulté justement. Et je dirais que j'avais donné mes idées là-dedans, donc un peu avec mon tampon FIS, j'ai amené un petit peu je dirais, de crédibilité au wakeboard là-dessus. Et oui, je pense que ça va bouger les lignes en Chine parce que quand moi je l'ai fait il y a 5 ans, le problème qu'il y avait, c'est que les Chinois ont vraiment pas une culture de l'eau en fait. Donc c'est pas un truc naturel comme nous on peut avoir d'aller se baigner à la mer ou à la piscine. Et donc il y a aussi cet enjeu-là à faire évoluer. Et je crois que ça évolue quand même pas mal justement maintenant en Chine. Donc et je vous garantis que quand les Chinois ils s'y mettent, ça fait pas rire quoi. Donc ça peut être une sacrée locomotive pour les 10 ans à venir les Chinois. Ok, ça marche. Moi, je serais bien revenu sur Des anecdotes? ouais, des anecdotes, des moments forts, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'y participer en tant que rider et en tant que juge aussi, justement avec Hugo. Et il y avait cette partie pro et amateur. Ça a toujours été Ouais. important pour toi aussi, peut-être? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le pilier du FIS et ce qui différencie de beaucoup d'autres gros événements internationaux, c'est les trois même. C'est les pros, c'est les amateurs et c'est les initiations. Et c'est vrai que pour le WEC, ça n'a pas été le plus facile, mais quand même on l'a fait parce qu'on a toujours eu un setup quand même assez engagé en WEC et que bah, pour les amateurs, c'était quand même chaud. Alors c'était un vrai défi pour eux d'arriver à passer les lignes dans les deux sens complètes et il y a eu globalement un petit peu de casse, c'est vrai. Mais je pense que pour un amateur, bah, rider le parc du Fils, Mm. c'était quand même une motivation pour s'entraîner en amont et une fierté de l'avoir fait. Et pour moi, une fois de plus, c'est ces passerelles que j'ai toujours voulu essayer de créer. C'est que moi, j'ai rêvé quand j'étais gamin que je faisais la planche à voile de pouvoir rider avec Robin Esch. Ça a été après avec d'autres sports, mais de pouvoir justement avoir cet échange entre les pros et les amateurs, c'est aussi ça notre richesse de nos sports, c'est que ils sont pas de côté comme dans le football où les sportifs sont inaccessibles et il faut continuer ces passerelles-là et pour ça, je pense que le FIS c'est un gros atout qu'on a justement et c'est de comparer les pros et les amateurs. Quand je dis de les comparer, c'est que moi je vois par exemple sur le BMX les finales pro, les finales, je dirais amateurs, c'est les mêmes niveaux que des finales pro il y a 4 ans. Mm. Donc ça veut dire vraiment qu'on voit aussi ce niveau, le niveau du sport globalement évoluer. Il évolue du par bah, le fait que les athlètes s'entraînent de plus en plus fort, que les modules, on les fait évoluer aussi pour permettre plus de performance pour les riders dessus. Et vraiment, et c'est même d'être
de créer des zones d'initiation pour tendre la main au public qui passe en leur disant, voyez, regardez, venez essayer, c'est pas réservé qu'à une élite et de montrer que nos sports justement sont ouverts justement, que c'est des sports où on a toujours le sourire, qu'on a la banane, qu'on veut partager justement. Et bien loin de cette image qu'on pouvait avoir il y a plus de 20 ans de fumeurs de pétards, tatoués, percés, inaccessibles, bad boy et tout ça. Et aujourd'hui, chacun a son style, bien sûr, et chacun fait comme il le souhaite. Mais vraiment, sport complètement accessible à tous les gamins, justement. Et c'est vraiment un point, un pilier du FIS, justement, c'est d'avoir les trois initiations amateurs et professionnelles. Et c'est pour ça que on a des profils aussi. Je parlais d'Aurélie Godet, bien sûr, sur la partie wakeboard, mais Anthony Jean-Jean. Son histoire, lui, il vient sur le FIS, il est tout jeune, il voit le BMX, il kiffe complètement. Le jour d'après, il demande à ses parents de revenir sur le FIS, c'est son anniversaire. Ses parents lui achètent un BMX sur le FIS. Derrière, il commence à pratiquer, il fait ce que nous on appelle les FIS Métropole, les petits événements ici. Il gagne, du coup nous on le prend en charge pour faire la tournée nationale qu'on fait, la FIS Experience. Il la gagne, du coup on le prend en charge sur la tournée mondiale qu'on fait, la FIS World Series. Et aujourd'hui, il vient de gagner les 4 étapes de Coupe du Monde de BMX et vraiment, il devrait faire une médaille olympique. Donc c'est des histoires justement qui montrent que il faut se donner de l'énergie et on peut en raconter des belles histoires. Et une fois de plus, c'est pas une question d'argent, de gagner ou quoi que ce soit. C'est une des plus grandes fiertés que je peux avoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir monté ce setup à Grammont de Wake où je pense qu'on a vraiment mis le wakeboard dans un autre univers, qu'on l'a fait vraiment bouger en quelques années. C'est ça qui est inspirant, je dirais, et qui me donne envie tous les matins de me lever et de me lancer sur de nouveaux projets et de raconter des belles histoires. Merci, hein, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est inspirant. Ça fait rêver, ça fait encore rêver. Et on avait l'occasion de voir les meilleurs riders comme tu dis, sur le spot et de rider avec eux. Moi, je me souviendrai toujours que j'ai réussi à sortir Sean Murray quand même. Je sais plus, en 2014 ou 2015, 2014 peut-être. Et genre, c'est vraiment un truc de ouf. Tu te dis, Ouais. tu vas rider avec le gars, enfin la star légendaire du truc. Ah mais les Watson, on Et les a c'est tous eus qui sont venus justement, c'est ça qui était fabuleux parce que après même ceux qui faisaient du bateau venaient quand même et ouais, parce que c'était le et le FIS c'est une compétition mais c'est aussi le moment où tous les riders se rencontrent, c'est des super soirées et une fois de plus moi mon œil d'organisateur il est d'abord un œil de rider et quand j'ai commencé à Palavas ouais un des points importants c'était de faire des super soirées. Et la richesse qu'on a nous à Montpellier, c'est qu'on a les plus belles femmes au monde. Donc, et à côté de ça, tu as un spot pour rider où tu as du public qui vient t'acclamer. Voilà, t'as pas gagné, c'est pas grave. Tu as passé un super ouais. week-end et tu as envie que d'une chose, c'est de revenir l'année suivante. Et c'est comme ça que le FIS s'est construit et c'est comme ça que je veux que ça continue. Et c'est comme ça aussi que j'essaye d'inspirer le mouvement olympique à considérer nos sports comme ça justement. Et ils ont fait cette année des OQS, Olympic Qualifier Series, à Shanghai et à Budapest qu'on a quand même épaulé à structurer. Et c'est dans cet esprit-là justement, nos sports, c'est un esprit de festival et c'est pas un esprit d'une coupe d'un match de football justement. C'est que il y a plein de codes, il y a la musique, il y a des stands, il y a une partie buvette, une partie restauration. Oui, bien sûr, le cœur de l'action, c'est sur les parcs que ça se passe, mais nous, c'est tout un univers qu'il faut prendre en considération et c'est pour ça que je crois vraiment que nos sports, dans les années à venir, vont continuer à croître vraiment. Et je pense que pour les fabricants, c'est que du positif de matériel. Pour les riders, c'est d'avoir plus de sponsors. Et voilà, l'union fait la force, donc toujours trouver des solutions pour bosser main dans la main, même si globalement on est concurrents, mais ensemble on fait plus gros et on va chercher des parts de marché sur d'autres sports que les nôtres. C'est ça qui est important à avoir en Mhm. tête. Ok, merci beaucoup Hervé. Peut-être une dernière question vraiment sur la partie communication. Vous êtes très très fort sur l'événementiel, sur le surplace, mais vous avez aussi pris ce virage de l'internet, du 2.0, et donc avec le IFIS au moment du Covid. C'est quoi votre vision sur comment médiatiser au niveau numérique? C'est vrai qu'on a fait un virage obligatoire, le IFIS, qui était un événement digital, où on avait réussi à trouver, où on a mis la bonne formule en place, où on avait à la fois 50% de la note qui était prise en compte par les juges,
et 50% par les internautes. Donc ça permettait vraiment, et ça permet vraiment d'avoir les communautés qui suivent chacun des riders, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien voir dans nos sports, c'est que chaque individualité a sa communauté, et quand vous l'additionnez, ça représente des millions et des millions de personnes. IFI, c'est 52 millions de vidéos vues quand même, enfin 50 millions de vues sur nos vidéos. Et derrière, on a monté l'Urban Street Challenge avec le CIO, justement. On fait encore un IFI cette année en Angleterre, justement, où on suit un projet. Donc, pour moi, c'est vraiment complémentaire. On appelait ça Figital, en fait. C'était à la fois physique et digital, puisque ça se fait d'abord sur des parcs et c'est viralisé après sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un complément. Dans lequel nous on va bien sûr, on pousse vraiment et chaque année on y va et c'est d'arriver vraiment justement une fois de plus comme le public qu'on a sur nos événements, pas à être passif, mais c'est aussi tous les fans et les followers sur les réseaux, c'est d'être capable de les impliquer justement et de leur donner un rôle et de l'importance justement et c'est pour ça que chaque rider le sait et prend bien soin de sa communauté et nous en tant qu'organisateurs on fait de la même chose à la fois pour notre communauté FIS ou Hurricane mais aussi pour la communauté de chaque rider qu'on a et c'est même pour ça qu'aujourd'hui on arrive à rentrer dans des valorisations aussi des retombées sur les réseaux sociaux qui n'est pas évident à faire mais on commence vraiment à arriver à le chiffrer, le valoriser et le valoriser c'est potentiellement pouvoir y appliquer des sponsors et des partenaires qui s'y impliquent plus dedans donc ça évolue vite et il faut toujours essayer d'être à la pointe de tout ça et c'est pas pour être à la pointe, c'est en tout cas savoir s'adapter et je pense qu'une fois de plus les action sports par rapport aux autres sports traditionnels on a toujours été en avance et il faut continuer à avoir cette avance-là et je pense qu'avec le IFIS justement on a pris un virage pendant le Covid et que d'autres sports n'ont pas vraiment réussi à faire. Alors peut-être parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que tellement ils ont d'argent, mais en tout cas on a réussi à prendre ce virage et on le sait, on a des sports qui sont hyper visuels et entre guillemets déjà ne serait-ce que les images en elles-mêmes racontent beaucoup de choses donc de continuer à justement à pousser les limites aussi là-dedans et d'année en année on essaye de faire évoluer entre guillemets notre produit digital et avec succès je crois. Ok, merci beaucoup Hervé. Je sais que tu as une vie de chef d'entreprise très occupée donc je vais te libérer. La toute dernière question c'est qu'on pose à chaque invité, c'est quelle autre personnalité t'aimerais qu'on entende dans un prochain épisode du podcast? Moi, je te réponds spontanément par rapport à tout ce que je viens de dire, dans la continuité en tout cas du sujet d'aujourd'hui, c'est Hugo Charby. Je Ouais. ne sais pas si tu as déjà fait, mais vraiment, moi, c'est un rider qui m'a inspiré en ride déjà, parce qu'on le connaît peut-être pas trop, mais c'était d'abord un putain de rider en bateau, et j'ai toujours rêvé justement d'avoir son Batwing notamment. Donc, et après, c'est quelqu'un qui est inspirant vraiment pour le sport et qui aurait eu besoin de plus de moyens pour aller plus loin, mais je peux vous dire que déjà à ses côtés j'ai fait beaucoup, donc spontanément je dirais Hugo justement par rapport à l'histoire qu'il a fait avec moi sur plus de 15 ans de wakeboard ensemble quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Encore un grand merci pour ton temps, Avec grand pour plaisir. cet accueil. À bientôt. Et puis on est tous plus forts en étant unis et ça gardez-le vraiment en tête et je finirai juste pour dire que moi je suis un simple rider passionné depuis l'âge de 7 ans le mieux c'est de croire en soi, croire en ses rêves et aller au bout et vous verrez, c'est peut-être pas la fortune que vous aurez au bout, mais en tout cas, vous raconterez des belles histoires et c'est ça qui rend le plus fier et en tout cas ce qui est important, heureux. Donc allez au bout de vos rêves. Voilà, c'est le petit message de fin de vieux de 50 ans que je vous donnerai. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!